m'a demandé de parler à la fois en conclusion, mais en centrant mon intervention sur les routes de la soie et la Russie, qui est un sujet effectivement très important. Mais avant de me lancer dans le cœur, du sujet, j'aurais voulu revenir sur un peu, pour la partie conclusive, sur les quelques éléments qui ont été abordés lors des journées précédentes du colloque pour donner mon point de vue ou mon analyse sur deux éléments. Et je reprendrai deux thèmes à ce niveau-là. Le premier, c'est le confucianisme. On a eu une longue intervention hier sur les liens entre, évidemment, les instituts Confucius, le confucianisme, la notion d'harmonie et le lien de toutes ces thématiques avec le principe des routes de la soie qui, en quelque sorte, exporterait ce modèle harmonieux au-delà des frontières de la Chine. Les réflexions que j'avais, c'est justement sur la notion même, quel confucianisme. Alors ça va, je suis désolée d'être un peu précise, mais ça en dit assez long, je pense, sur certaines des difficultés d'analyse ou de compréhension qu'on peut avoir entre certains États qui font partie de ces routes de la soie ou d'autres et la vision chinoise. Parce qu'en fait, il y a plusieurs confucianismes. Et il me semble que celui dont on a parlé hier était la version, alors c'est pas un mot très gentil, mais qui a été beaucoup reprise en Chine, dans l'histoire de la Chine, la plus sclérosée de ce confucianisme. C'est ce qu'on appelait le néo-confucianisme, qui est devenu le confucianisme d'État, celui qui était au cœur du fonctionnement de l'État impérial chinois depuis la dynastie des Song. C'est un confucianisme qui insistait énormément sur les valeurs morales, sur le respect de la hiérarchie, sur le respect de l'ordre, le refus de toute révolution, évidemment, ou évolution, et non pas, comme l'avait indiqué Jean-Pierre Cabestan hier, sur les principes d'égalité, sur les valeurs humanistes, en fait, qui étaient caractéristiques du confucianisme des origines autour du 4e, 5e siècle avant notre ère. C'est aussi le confucianisme dont on nous a parlé hier, celui qui a été repris dans tout le monde chinois, notamment sous Edo, par les shoguns Tokugawa, qui avaient fait peser un ordre extrêmement sévère sur la société japonaise. C'est un confucianisme de contrôle social. C'est aussi un confucianisme qui faisait partie du monde sinisé dans la péninsule coréenne avec les dynasties, la dernière dynastie Joseon au Vietnam, et qui a contribué également à la sclérose de ces sociétés coréennes et vietnamiennes et qui ont entraîné leur mise sous tutelle à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. C'est aussi le confucianisme qui a fait de la Chine une semi-colonie, pour reprendre un concept utilisé dans l'histoire chinoise, et c'est contre ce confucianisme que s'élevaient les étudiants du 4 mai 1919 qui voulaient renverser ces vieilles idées en Chine. C'était aussi contre ces idées que se révoltaient les étudiants en 1989 qui réclamaient à peu près dans les mêmes termes la science, l'ouverture et la démocratie. Et tous ces concepts, science, ouverture et démocratie, l'ouverture que Deng Xiaoping avait parfaitement comprise d'ailleurs, ce sont les conditions pour une véritable modernisation et une véritable capacité d'innovation à long terme. Ce sont les vraies conditions d'une puissance stable et du soft power qui manque souvent à la Chine aujourd'hui pour séduire au-delà de ses capacités économiques. Un analyste chinois qui travaille actuellement aux États-Unis disait que le premier instrument du soft power chinois, c'était sa puissance économique. Et c'est vrai, et c'est là qu'est la fragilité, c'est-à-dire que tant que cette puissance et cette capacité d'investissement quasiment infinie, ces perspectives, ces opportunités sont présentes, évidemment la force d'attraction de la Chine
que ce soit dans cette région, en Afrique, en Amérique latine. Je ne mentionnerai pas le Venezuela, qui n'est pas forcément le meilleur des exemples. Évidemment, cette force d'attraction est très puissante et on a énormément de mal à offrir autre chose. Mais la fragilité réside dans le fait, c'est la question que je posais hier, si la Chine doit recentrer sur son propre territoire des ressources qui sont encore importantes, mais qui ont tendance à diminuer en termes de croissance, évidemment, sa capacité de séduction pour elle-même risque de s'en trouver remise en cause si elle ne trouve pas des concepts relais qui soient plus attractifs que le confucianisme de la Chine impériale. Mais avec cette réappropriation, d'un autre côté, quand la Chine reprend à son compte, la Chine d'aujourd'hui, c'est-à-dire la République populaire de Chine, reprend à son compte ces concepts confucianistes, c'est quelque chose donc de relativement récent. Ce qui est amusant, c'est qu'en même temps, elle est en plein dans une logique qui est celle de la logique léniniste, ou celle de Staline, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale a redécouvert les vertus de l'orthodoxie pour mobiliser en fait la population russe sur des bases et renforcer en quelque sorte les fondements idéologiques de l'URSS pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc le retour aux traditions est quelque chose qui n'est pas strictement lié au régime chinois aujourd'hui, mais à un mode de fonctionnement qui recherche une nouvelle légitimité plus large dans le passé. Pourtant, les systèmes qui cherchent leur futur dans le passé et qui brident la réflexion contemporaine révèlent souvent une grande fragilité et un manque de confiance en eux. C'est ce que je voulais dire sur le confucianisme et le rôle qu'il joue aujourd'hui dans la pensée politique chinoise. L'autre élément sur lequel je voulais revenir, c'est l'autre thématique, c'est la thématique de l'appropriation extérieure, d'appropriation d'un concept extérieur, en fait, et c'est assez intéressant, c'est celui justement de route de la soie. Parce qu'en fait, route de la soie, on en parle évidemment en anglais, dans toutes les langues, ça n'a rien de chinois. C'est-à-dire que l'idée de route de la soie n'est pas un concept chinois. Le concept de route de la soie a été créé par un Allemand à la fin du XIXe siècle, Richthofen, pour désigner cet ensemble de réseaux qui ont relié dans une histoire extrêmement ancienne, y compris depuis l'époque romaine, et même il y a eu des contacts sans doute qui ont précédé, un monde chinois très mal défini et un monde occidental, et donc des réseaux de contacts qui passaient par plusieurs relais qui n'étaient certainement pas continus, mais qui ont été très très enrichissants et qui ont marché, comme le dirait le président Macron, ou comme le dit le président Macron, dans les deux sens. C'est-à-dire que la soie, Sera, de Chine, est arrivée jusqu'à Rome, par exemple, mais dans l'autre sens, les fameuses porcelaines bleu, blanc, Ming, qu'on admire, qui sont magnifiques, eh bien, viennent tout droit de la Perse et des arts de la faïence, dans ce qui était à l'époque le monde persan. Donc, en fait, ce sont des flux multiples et qui n'ont jamais eu en Chine le nom de route de la soie. La Chine d'aujourd'hui reprend ce terme créé par un géographe allemand à la fin du XIXe siècle. Par ailleurs, ces routes de la soie ont concerné le commerce, mais aussi le bouddhisme, qu'on pense à l'art bouddhique du Gandhara, qu'on retrouve jusque dans les frontières occidentales de la Chine, et surtout, comme l'indiquait très justement Jean-Pierre Bay hier, ces réseaux de marchands musulmans qui en fait étaient ceux qui tenaient véritablement le commerce entre les côtes africaines, l'Asie du Sud-Est, la Chine,
il y avait des communautés musulmanes à Canton très anciennes qui venaient de ces réseaux de marchands et qui concernaient toute une série de communautés, pas uniquement la Chine, ce qui évidemment rend beaucoup plus aléatoire les revendications actuelles de Pékin sur une mer de Chine qui finalement était une zone de passage par laquelle transitaient toutes les populations de la région qui commerçaient. Et si on veut même aller plus loin, je rappelle que ce fameux amiral Zhang He, qui au XIXe siècle est allé jusqu'aux côtes de l'Afrique, était lui-même un musulman, et que, évidemment, il a fait partie de cette volonté d'exploration de la Chine vers l'océan Indien, mais que ça n'a jamais débouché véritablement non plus. Alors les Chinois aujourd'hui vous expliqueront que c'est bien la preuve que la Chine n'a jamais eu de volonté expansionniste, mais enfin c'était plus des expéditions liées au commerce ou rapporter quelques éléments de prestige à la cour de Chine. Et beaucoup plus important, c'est que d'abord, ces réseaux commerciaux, contrairement au discours sur la route de la soie d'aujourd'hui, avaient une dimension qui partait de la base. Jean-Pierre Cabestan disait que c'était la société civile de l'époque, en fait, les commerçants qui faisaient vivre ces routes de la soie, et non pas une idée qui partait d'en haut, comme c'est le cas aujourd'hui, et qu'on tente d'imposer au nom de valeurs un peu dépassées à une portion absolument très très importante de la planète. Le dernier élément autour de ça qui est absolument fascinant, c'est que si la Chine a été intégrée très vite à ces réseaux commerçants, et notamment sur mer, c'est bien l'État chinois, l'État impérial, qui a lui-même décidé très tôt de fermer la Chine, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une époque, on parle beaucoup de l'époque de fermeture au Japon, mais il y a eu la même chose en Chine. On ne pouvait pas officiellement quitter le territoire chinois. La flotte de l'amiral Zhang He a été détruite. Les ports chinois ont été détruits également. Les ambassades occidentales ont longtemps été cantonnées à Canton, d'où vient le mot cantonné. Et donc on voit que la volonté de la Chine à l'époque n'était pas l'ouverture sur l'extérieur, les routes, et cette idée de route de la soie est quelque chose de finalement très occidental, ou très musulman, ou très lié à ces sociétés barbares, ouvertes sur l'extérieur, mobiles, et non pas à cet empire de Chine qui, au contraire, avec le confucianisme, était extrêmement replié sur ses propres valeurs et sur lui-même. Donc il ne faudrait pas que, ce serait dommage que le régime chinois actuel se raccroche à une idée du confucianisme qui, quand on connaît un peu la Chine, finalement n'est pas celle de l'ouverture et de l'attractivité, mais au contraire celle d'un repli et d'un contrôle qui peuvent susciter un certain nombre d'inquiétudes. Voilà ce que je voulais dire sur en guise de conclusion et avant d'aborder le sujet qu'on m'a demandé de traiter, je suis désolée d'avoir fait cette digression, sur un certain nombre de thèmes qui ont été abordés au cours de ce colloque. Et donc maintenant, ce qui m'amène à la Russie. Donc, ce qui est vrai, c'est que je me suis demandé à un moment, route de la soie et Russie, comment le relier avec ce qui se passe ici. Mais en fait, il y a beaucoup de points communs dans le mode de fonctionnement. C'est ça qui est intéressant. Entre les routes de la soie vers la Russie, l'Asie centrale, le Pacifique, l'Afrique. Et les points communs tournent autour de plusieurs thématiques. D'abord, c'est celui de l'asymétrie, qui est un élément essentiel que je développerai un peu plus tard. De l'ambiguïté également des attentes des uns et des autres. Ensuite, la volonté d'augmenter une marge de manœuvre et de jouer d'acteurs les uns contre les autres, qui est très, très présente chez certains acteurs dans les rapports avec la Chine autour du thème des routes de la soie. Mais il y a aussi l'isolement et la complémentarité. Et on retrouve dans la mise en œuvre des routes de la soie vers le Pacifique, mais aussi vers l'Europe centrale et orientale, vers l'Afrique, vers l'Asie centrale, un même cocktail d'attentes. Donc en fait, c'est un modus operandi qui permet de comprendre la stratégie extérieure de la Chine,
Donc, quel que soit son nom, en fait, on s'en fiche un peu que ça s'appelle route de la soie ou autre chose. Et un cocktail d'attentes qui sont souvent exagérées. En fait, il y a de très fortes attentes, d'où un certain nombre de déceptions qui peuvent s'exprimer. On l'a vu notamment dans certains pays européens qui attendaient beaucoup des investissements chinois et qui finalement peuvent être déçus. Également d'influence, de complicité. Et ça, c'est un élément qui est au cœur et qui nous interroge nous-mêmes et surtout qui interroge les États-Unis. Une même opposition à certains acteurs extérieurs, à commencer par les États-Unis, qui sont porteuses de valeurs et qui imposent un certain nombre de règles et de conditionnalités qui, effectivement, comme M. Guisseur l'avait montré, sont moins, en tout cas, sont moins attirantes pour un certain nombre de régimes que ce que la Chine, avec ses facilités de décaissement rapide, peut offrir à certains pays. Donc c'est dans ce contexte que je voulais parler un peu de la Russie et de la Chine. Alors avec un premier élément, c'est qu'évidemment les relations entre la Russie et la Chine sont extrêmement complexes. Et c'est une banalité de le dire. Elles sont très anciennes. C'est avec la Russie que la Chine, en 1689, a signé son premier traité international dans lequel apparaît le terme Zhongguo. Et donc c'est la Russie qui a créé en quelque sorte cette idée moderne de la Chine avec des frontières. Elles sont également marquées par, si ce n'est des tensions, en tout cas aujourd'hui, au moins une complexité qui est fondée, j'en reviens à cette idée d'asymétrie des rapports de force et de frustration. À l'époque, dans les années 60, pour ceux qui sont assez âgés pour s'en souvenir ou pour les historiens des relations sino-soviétiques, l'alliance avec le grand frère soviétique avait suscité un vrai sentiment d'humiliation en Chine. Même si, d'un autre côté, Moscou avait joué un rôle majeur dans la prise de pouvoir par le Parti communiste chinois en 1949, ce que Mao a souvent essayé d'effacer. Plus récemment, l'effondrement de l'URSS, et encore aujourd'hui, incarne aux yeux des dirigeants chinois un contre-modèle absolu, et c'est en partie ce qui explique la reprise en main idéologique imposée par Xi Jinping depuis 2012. La peur de glisser, d'aller sur la plante glissante de l'évolution graduelle du régime, comme Gorbatchev l'a fait en URSS. Aujourd'hui, donc, la Chine met systématiquement en avant la proximité entre Pékin et Moscou. Il y a énormément de documents qui ont été signés entre Pékin et Moscou depuis le partenariat stratégique global en 2012. Et bien, la presse chinoise, on parlait l'autre jour de la presse russe, pardon, excusez-moi, je suis un peu vieille, donc je pense encore en termes du RSS. La presse officielle chinoise insiste systématiquement sur la solidité du partenariat et le caractère gagnant-gagnant de la coopération économique, c'est le terme qu'on entend tout le temps. La Chine est en effet, c'est vrai, le premier partenaire commercial de la Russie qui lui fournit et les matières premières nécessaires à sa croissance. Et au niveau stratégique, la Chine et la Russie sont également opposées à ce qu'elles dénoncent comme une politique d'ingérence des États-Unis et du monde occidental. Et après une assez longue période d'interruption, depuis 2014, la Russie a repris ses fournitures d'armes à la Chine avec du matériel assez sophistiqué. Et actuellement, les ventes d'armes russes à la Chine représentent à peu près 6% du total des ventes d'armes russes à l'extérieur. Il y a également des exercices militaires conjoints qui sont organisés. Alors, dans le Pacifique, si on remonte très haut, puisque c'est plutôt du côté du nord, mais également en mer de Chine, même si ce n'est pas dans la zone la plus contestée de la mer de Chine, et il y en a eu aussi en Méditerranée. Donc toute une activité entre la Russie et la Chine qui sont destinées à démontrer la force et la solidité de ce partenariat stratégique. Et confrontée à une politique de sanctions, celle qui est mise en place par les États-Unis et l'Union européenne depuis la question de la Crimée, Moscou, de son côté, choisit également de mettre en avant systématiquement sa relation privilégiée avec Pékin. Mais Pékin et Moscou, évidemment, ont des intérêts communs face à l'Occident, mais la méfiance réciproque est loin d'avoir disparu et peut fragiliser, je ne dis pas que ça le fera, ça dépendra des intérêts stratégiques, mais ça peut fragiliser cette relation. Il y a des éléments qui sont symboliquement très forts, qui sont aussi une source de frustration pour la Russie. Le fait que les rapports de puissance se sont
inversée. Bien entendu, si on regarde le PIB par habitant, la Chine est encore très loin de la Russie. Mais c'est une question de rapport entre population et PIB. Mais depuis 2019, la Chine est non, depuis bien avant d'ailleurs, mais la Chine est la seconde puissance économique mondiale derrière les États-Unis, si on met de côté l'Union européenne en bloc, et la Russie est au 11e rang. Donc il y a un décalage. Les échanges économiques qui sont déséquilibrés sont aussi une source de frustration majeure. Et Moscou, en dépit de certains progrès qui ont été accomplis ces dernières années, n'est pas très satisfait d'être relégué au rang de simple fournisseur de matières premières à la Chine, ce qui est encore majoritairement le cas, même s'il y a eu quelques évolutions. Donc je passe sur beaucoup d'éléments parce que je ne voudrais pas m'étendre trop longtemps, mais sur ces échanges économiques, les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine se sont développés significativement. Il y a une augmentation de quasiment 25%, et ils atteignent aujourd'hui 108 milliards de dollars, ce qui est quand même pas non plus énorme vu la taille des pays. Mais ils ont dépassé les objectifs qui étaient fixés par les statistiques chinoises, et ils pourraient atteindre 200 milliards de dollars en 2020. Il y a toujours des objectifs qui sont repoussés. Et surtout, donc, élément essentiel pour Pékin, la Russie pour la Chine, c'est un fournisseur très important de matières premières et d'énergie, avec notamment des projets d'exploitation du gaz en Sibérie et dans l'Arctique. Et quelque chose qu'on oublie souvent, en 2018, la Russie est devenue le premier fournisseur de pétrole à la Chine, devant l'Arabie Saoudite et l'Angola. Donc c'est un poids important, avec une augmentation de 61% des livraisons. Et pourtant, en dépit de ces progrès, c'est sans doute au niveau économique que l'asymétrie entre la Chine et la Russie est la plus forte et pèse sur la perception des relations à Moscou et à Pékin. La Chine est le premier partenaire économique de la Russie, comme je l'indiquais, mais cette dernière n'est que le 10e partenaire économique de la Chine. C'est-à-dire que pour Moscou, Pékin est vital en termes de marché. Le sens à l'inverse n'est pas vrai. Et tout ça en dépit du développement des échanges. La Russie est très très loin de l'Union européenne, la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis, même si évidemment avec la crise actuelle, les échanges risquent ont diminué avec Washington. Mais Moscou n'est pas satisfait du fait que plus des 3/4, encore maintenant, des exportations russes vers la Chine soient constituées de matières premières, comme le bois d'œuvre, d'énergie, comme le charbon, le pétrole ou le gaz. Et tout ceci place la Russie dans la même position et surtout les mêmes risques de dépendance à la croissance chinoise que les pays d'Amérique latine ou du continent africain. C'est-à-dire que quand la croissance chinoise est forte, elle tire la croissance africaine a largement bénéficié de la croissance chinoise et ça a été une chance pour l'Afrique. Simplement, c'est fragile. C'est-à-dire que si on le voit, quand il y a un ralentissement de la croissance chinoise, les importations diminuent et donc ces pays se trouvent, le Brésil par exemple, dans des situations qui peuvent être très difficiles. Dans ce contexte, comment est-ce qu'on voit la Russie dans les projets chinois de route de la soie ? Les projets de route de la soie, on l'a dit plusieurs fois, lancés en 2013 par le président Xi Jinping, à la fois au Kazakhstan et en Malaisie, c'est un des instruments de la stratégie d'influence de la Chine, économique bien entendu, mais pas uniquement, qui peut inquiéter Moscou, même si évidemment il y a de vraies complémentarités qui existent entre les deux pays. En 2015, déjà, Pékin et Moscou avaient annoncé l'intégration de leurs deux projets. Il y avait le projet de route de la soie d'un côté et le forum économique de l'Eurasie, piloté par la Russie de l'autre. Mais au-delà de ces déclarations en 2015, les avancées concrètes sont très limitées. Et en 2019, les deux parties ont à nouveau rappelé leur volonté de renforcer la coordination entre les deux projets. En général, quand on répète en permanence les mêmes objectifs, c'est que les résultats ne sont pas là. Depuis les années 2000, la Chine, sur l'Asie centrale, qui a longtemps été une chasse gardée russe, d'abord soviétique puis russe, la Chine est devenue le premier acteur économique en Asie centrale, où il y a à la fois la force d'attractivité de son marché pour l'énergie, c'est vrai, un nouveau marché, ses capacités d'investissement en apparence inépuisables, tout ça c'est des éléments déterminants qui pèsent en faveur de la Chine.
Depuis leur indépendance, les républiques d'Asie centrale ont longtemps cherché à s'extraire de l'emprise exclusive de leurs relations avec la Russie et à trouver de nouveaux débouchés pour leurs ressources, et c'est ce que la Chine a pu leur ouvrir. Entre 2000 et 2016, les échanges sont passés de 1 à 50 milliards de dollars à peu près par an avec les pays de la région, et par ailleurs, il y avait la volonté stratégique de Pékin de trouver des sources d'approvisionnement en énergie, que ce soit le pétrole ou le gaz, qui soient pas dépendantes du transport par mer, avec cette idée, cette angoisse toujours en Chine d'un embargo éventuel de la part des États-Unis sur le pétrole du Moyen-Orient ou d'Afrique en cas de conflit, par exemple avec Taïwan, au hasard. Et tout ça, ça a attiré cette croissance exponentielle des échanges. Et la Chine aussi a joué le premier rôle dans la construction d'infrastructures de pipeline notamment, qui ont permis de réorienter les exportations vers l'Est. Et également, l'autre intérêt pour Pékin, dans un mouvement inverse, le projet chinois de route terrestre de la soie vers l'Asie centrale, ça servait aussi à désenclaver les provinces chinoises de l'intérieur, et notamment la région autonome du Xinjiang, et donc l'idée étant de consolider le contrôle du gouvernement central sur le Xinjiang en faisant une sorte de plateforme d'exportation des produits chinois vers l'ouest. Donc bien que la dimension économique domine la stratégie de la Chine pour l'Asie centrale, la dimension sécuritaire ou stratégique n'est évidemment pas absente, même si la Chine joue un rôle marginal dans la stabilisation de la zone et ça change un peu, mais a tendance à laisser la Russie la responsabilité principale en la matière. On se souvient de l'Organisation de coopération de Shanghai qui avait été créée en 2001, et qui est également un instrument de contrôle pour Pékin de ce que la Chine appelle les 3 fléaux, qui sont le séparatisme, le terrorisme et le fondamentalisme religieux. Donc tout ça sont des éléments qui font partie de cette stratégie vers l'Asie centrale de la route de la soie chinoise. Comme dans le cas des relations avec la Russie, la presse chinoise met systématiquement en avant le succès de la politique chinoise en Asie centrale. Mais si la coopération au niveau gouvernement est étroite, les pays d'Asie centrale, évidemment, cherchent à maximiser leurs bénéfices en multipliant les partenariats. Certains sentiments de méfiance dans la population, notamment au Kazakhstan, ne sont pas non plus absents. Donc, pour conclure, ces projets offrent un intérêt aux pays d'Asie centrale, expliquent leur volonté de coopération avec plusieurs partenaires, mais jouent également un rôle dans la méfiance que la Russie peut éprouver à l'égard des ambitions chinoises dans la région. À chaque occasion, officiellement, la Russie met en avant la solidité du partenariat avec la Chine, et on répète sans cesse que les relations, aussi bien en 2015 qu'en 2019, les déclarations officielles du côté russe notamment déclarent que les relations sont là à leur plus haut niveau dans l'histoire, ce qui est un peu comme dans la blague de Coluche, où on finit par se demander qu'est-ce qui lave plus blanc que blanc finalement, à force de monter dans les dithyrambes de la description de ces relations, de cette amitié entre la Chine et la Russie. On ne voit pas où la limite peut être placée, mais derrière ces déclarations très fortes, la méfiance persiste. Et les positions des deux États ne sont pas aussi alignées que Pékin pourrait le souhaiter. En 2019, Vladimir Poutine avait mentionné les intérêts cardinaux des deux pays, mais cette expression ne recouvre pas exactement la même chose pour Pékin ou pour Moscou. Notamment, la Chine aurait aimé que la Russie s'engage un peu plus fortement, non pas uniquement en général sur les questions de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, mais Moscou est toujours extrêmement prudent, par exemple sur les revendications chinoises face au Vietnam en mer de Chine du Sud. La Russie coopère avec le Vietnam sur des
projets d'exploration pétrolière. Moscou n'a jamais été très très en pointe sur les déclarations au sujet de l'archipel des Diaoyu. Et donc tout ceci limite en quelque sorte la solidité de ce partenariat, au-delà d'un partenariat qu'on a souvent baptisé partenariat de circonstance en mettant en doute cette expression, mais qui, à mon avis, reste pertinent pour décrire la relation entre la Chine et la Russie, en dépit de ces grands projets de route de la soie. Je vous remercie.